Écoutez, mesdames, messieurs en ligne, mesdames, messieurs dans la salle, bonsoir. Et plutôt bon après-midi, si peut-être pas bonsoir, bon après-midi. Je me présente Nicolas Vermès, je suis directeur du Centre de recherche en droit public et il me fait plaisir de vous accueillir à cette conférence intitulée Le déclin du législateur, une mise en perspective de la Convention citoyenne sur la fin de vie en France. Cette conférence organisée par le projet Lextis ici au Centre de recherche en droit public. La conférence sera prononcée par un ami de la famille, un ami de la maison, le professeur Jacques Comaille. Et je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais à une conférence et un conférencier m'avait dit, les CV, c'est comme la confiture. Moins on en a à dire, plus on l'étend. Et Jacques Comaille est le contre-exemple de ça, justement, parce qu'on pourrait avoir un CV de 10 pages, mais on m'a donné seulement quelques lignes pour le présenter, ce qui est bien insuffisant, et Jacques, vous m'en excuserez, mais je pense de toute façon que les gens préfèrent vous entendre que de m'entendre vous présenter. Et donc, Jacques Comaille est sociologue, professeur émérite des universités à l'École normale supérieure Paris-Saclay, chercheur à l'Institut de sciences sociales du politique, et ses travaux portent principalement sur les modes de régulation politique des sociétés, travaille notamment sur une expérience de participation citoyenne à des processus de réforme dans le cadre de ce qui peut être considéré comme des tentatives de renouvellement de la démocratie et est auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment À quoi nous sert le droit et L'esprit politique des savoirs, le droit à la société, la nature, une mise en perspective. Donc, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous. Et sans plus tarder, je vous cède le podium. Merci infiniment aux personnes présentes et aux personnes qui sont en Zoom. Merci pour cet accueil. C'est toujours un plaisir ici de venir discuter, échanger dans un espace particulièrement amical et qui me permet de faire la promotion du Québec en France et en quelque sorte à proposer effectivement des, des modèles d'échange dans l'université française qui soient de la qualité humaine et intellectuelle des échanges qu'on peut avoir dans cette université ici avec des collègues qui sont devenus des amis en particulier. Alors voilà, donc effectivement, je vais vous parler de ce que j'ai appelé le déclin du législateur avec un L majuscule et entre guillemets. En fait, je suis depuis maintenant un certain temps, depuis quelques années, quelques mois plutôt, très engagé dans les activités de recherche sur les formes de mobilisation citoyenne. Et notamment, donc, j'ai fait un travail de terrain sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui s'est tenue de décembre 2022 à avril 2023. Et puis, et c'est c'est ce qui a motivé cette intervention à laquelle j'ai pensé quand vous m'avez sollicité l'année dernière pour faire une intervention. En quelque sorte, je me suis brusquement rappelé que ce que j'avais mis de côté dans une autre partie de ma vie, c'est-à-dire une collaboration avec le grand juriste français Jean Carbonnier, civiliste, éminent légiste aussi, puisqu'il va être, donc, William Carbonnier, il va être sollicité dans les années 60-70 pour réformer le Code civil, notamment les parties qui concernaient le droit de la famille, le droit des personnes. Et, et donc, c'est devenu là une expérience très très forte et donc qui m'a paru avoir du sens par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le développement effectivement d'expériences de participation citoyenne. Alors je me suis demandé en quelque sorte si, plutôt que de considérer que c'est une autre part de ma vie, est-ce que tout ça n'est pas dans le même ensemble en quelque sorte? Et ce que je vis en ce moment est une sorte de prolongation, donc, est-ce que je vais mettre, de prolongation de ce que fut cette expérience avec Jean Carbonnier, donc une façon de comprendre quel est
pourquoi ce processus, pourquoi ces développements, comment on est passé effectivement de la pratique du législateur avec un L majuscule, celle de cette pratique de Jean Carbonnier, à des expériences de participation citoyenne, donc sur des questions extrêmement importantes. Et donc, je me suis posé la question, donc c'est une évolution avec une première phase qui est une phase extraordinaire où on a en quelque sorte magnifié le rôle d'un législateur, d'un juriste qui prend une place extrêmement importante pour de faire rien moins que de réformer le code civil et ce qu'on a pu appeler chez les juristes, chez les politiques aussi, la constitution sociale de la France. C'était en quelque sorte un événement que de faire ce travail qu'a entrepris le Carbonnier. Et qu'est-ce qui a changé depuis cette période donc, du législateur? Donc j'en viens à un premier point de mon exposé, c'est en me replongeant dans les débats sur la réforme de la filiation à l'Assemblée nationale, donc qui a abouti à une loi du 3 janvier 1972 et qui prônait notamment l'égalité de statut entre les enfants, de famille légitime et de famille illégitime. Donc, une loi très, très porteuse, en quelque sorte, d'un processus très en phase avec un processus de libéralisation, en quelque sorte, du statut des individus à l'intérieur de la famille. Et donc là, je suis retourné à ces débats des années 1970-72, et on s'aperçoit là qu'on a d'une part un très haut niveau, une haute tenue des débats au plan juridique et au plan philosophique. J'ai repris le compte-rendu des débats et on a là des échanges absolument exceptionnels, d'une très grande qualité, d'une très grande profondeur sur la question de la filiation. Et on est dans une conception, là, du point de vue du juriste qui intervient, Jean Carbonnier. J'ai retrouvé un extrait d'une analyse de Paolo Grossi, donc l'éminent historien du droit italien. Et Paolo Grossi dit le juriste est comme un savant, et là comme un savant réussissant à énoncer des lois universelles, ordonnant la nature des choses, à fixer des règles de conduite universelles, inscrites clairement dans la nature de l'homme et parfaitement visibles à qui n'a pas son regard dévoyé. Et donc on va avoir là une sorte de justification d'un anthropomorphisme conféré au droit avec un D majuscule, au législateur avec un L majuscule, et on va avoir une sorte d'anthropomorphisme qui va consister à dire le législateur, L majuscule, a énoncé, le législateur a pensé, le législateur a voulu. Et donc on a une sorte de mise en transcendance où en quelque sorte on regarde le ciel et on a la parole du législateur qui s'énonce en la matière. Donc dans un très bel ouvrage d'historiens, des auteurs et historiens du droit déclarent par exemple les juristes présentent en effet encore trop souvent le droit avec une majuscule comme une chose autogénérée que des professionnels n'arrivent qu'après coup et se contentent de mettre en œuvre. Et donc, en quelque sorte, on a là des professionnels qui se mettent au service du législateur et ne sont là que des porte-paroles neutres, en quelque sorte, de la parole mythifiée du législateur. Et donc, face à cette expression, représentation sociale transcendante du droit, il n'est pas étonnant qu'était fait souvent un usage abusif de la notion de fondement anthropologique qui va justifier en quelque sorte de lutter contre des processus justifier et légitimer l'action des conservateurs pour empêcher cette libéralisation du code civil. Et en quelque sorte, ils vont utiliser cet argument des fondements anthropologiques. Or, alors on va voir ça, par exemple, avec Pierre Legendre, et puis également son disciple Alain Supiot, qui vont faire un usage très, très important de cette idée
de fondement anthropologique, alors que Françoise Héritier, donc professeur au Collège de France, très grande anthropologue, répond rapport qu'il n'y a pas de catégorie anthropologique fondatrice, il n'y a que des théories anthropologiques réfutables. Donc elle remet en quelque sorte en cause cet usage qui est fait. Donc, en quelque sorte, le doyen Carbonnier supporte une conception donc, qui est tout à fait dans la filiation de cette transcendantalité, en quelque sorte, du législateur. Et il le fait parce qu'il est un grand juriste très éminent. Il s'affirme comme un législateur très compétent, un juriste très, très compétent. Dans son écriture, on dit de son écriture du Code civil que c'est de l'art juridique. Donc, il porte à la fois cette conception, cette représentation sociale du juriste, mais en même temps, en quelque sorte, il va innover. Et on peut se demander si la façon dont il va innover n'ouvre pas une nouvelle ère, en quelque sorte, en ce qui concerne la production du droit. Et est-ce que ce n'est pas précurseur, ce qui n'est pas sensible au fait que, de plus en plus, en quelque sorte, on ne peut plus légiférer sans avoir l'accord de la société, en quelque sorte. Il y a une animation de la société, des mouvements de la société qui conduisent à devoir prendre en compte, le législateur doit prendre en compte, il n'est plus seulement, il ne se réfère pas aux droits et aux grands principes moraux, éthiques, etc. Il a à prendre en compte aussi ce qui se passe dans la société. Et donc le doyen Carbonnier va en quelque sorte mettre en œuvre ce qu'il appelle une sociologie législative. Et je me suis retrouvé de façon tout à fait étonnante, un peu par hasard, collaborant avec le doyen Carbonnier pour mettre en place avec lui et une autre équipe de collègues de sciences sociales ce qu'il appelait donc cette sociologie législative. En fait, il avait une conception, une perception en quelque sorte, des limites du droit imposé. Et il voulait savoir, sa conception, c'était de plus en plus de prendre en considération ce qui se passait dans la société pour que le législateur, en quelque sorte, légifère en connaissance de cause. Mais en même temps, ne se laisse pas imposer ce qui se passe dans la société. Mais se donne le droit de juger ce qui est prenable ou ce qui n'est pas prenable dans les évolutions qui se font dans la société. Donc, très clairement, le législateur, c'est qu'il était, ne devait pas s'aligner sur des attentes venues de la société. Seulement, il fallait, pour rendre efficace son office, il fallait qu'il soit au fait pour garder la main, en quelque sorte, il fallait qu'il soit au fait des choses qui se passent dans la société, de ce que sont les aspirations, de ce que sont les changements de comportement, etc. Et donc, il recourt à la sociologie législative. Ce recours à l'expertise savante ne vise pas simplement à préserver le statut du juriste, le législateur, il vise au contraire à rendre efficace son office en ayant une connaissance maîtrisée de la société. Il va aussi, et ça c'est très intéressant, et ça montre en quelque sorte, ça pose la question de la fonction du législateur en l'occurrence, est-ce qu'il fait du droit ou d'une certaine façon aussi, est-ce qu'il fait de la politique? Est-ce qu'il ne fait pas aussi de la politique? Il est très intéressant là de voir qu'il va recourir, donc je vais l'évoquer dans quelques instants, à un certain nombre de travaux avant de légiférer, mais il va aussi accorder beaucoup d'intérêt au sondage d'opinion. Au sondage d'opinion, en considérant qu'il s'agit pour le juriste de s'adresser, c'est très intéressant, là on voit qu'on est au cœur d'une relation complexe entre le législateur juriste et le politique. Le juriste s'adresse aux citoyens, par-dessus, je prends les expressions du doyen Carbonnier, par-dessus la tête des professionnels de la politique. Les partis sont des organisations constituées pour faire valoir des tendances particulières et soutenir les intérêts de telle ou telle catégorie. Donc, il y a quelque sorte là une prise de pouvoir du législateur qui considère que les politiciens sont
en quelque sorte, ont été élus pour défendre et promouvoir des intérêts particuliers, et que, donc ils n'ont pas une position objective, en quelque sorte, pardon, pour pouvoir légiférer. Donc, il se livre à ce sondage d'opinion qui peuvent pour lui avoir les vertus d'un référendum, dit-il, dont le législateur peut éventuellement tirer parti en fonction de sa propre philosophie politique. Et donc, pour prendre un exemple de la façon dont il va enrichir, outre là, cette espèce d'acte politique qu'il commet, si je puis dire, en faisant effectivement appel à des sondages d'opinion, pour savoir, ça va être très très explicite pour ce qui concerne la réforme du divorce en France, donc la remise en cause du monopole du divorce pour faute. Et là, il va, en quelque sorte, outre le sondage d'opinion, il va mettre en place tout un certain nombre de travaux, enquête auprès des divorcés, puisqu'on va réformer le divorce, enquête auprès des divorcés pour voir, pour un échantillon important de divorcés, pour savoir comment s'est passé leur divorce, dans quelles conditions le divorce, ils ont vécu le divorce. Enquête aussi d'opinion auprès des Français pour savoir, en quelque sorte, au-delà du divorce, ce qu'ils pensent du divorce, la position qu'ils ont à l'égard du divorce et d'une éventuelle libéralisation, et éventuellement la façon dont ils jugent le divorce soit comme une faute, soit comme une sorte de nécessité naturelle, dirais-je. Donc, dans tous les cas, il y a un certain nombre de travaux. Il va nous faire faire un travail de sociologie comparée du divorce, comment maîtriser le sujet du divorce au niveau international. Donc, on a en quelque sorte là, avec ce juriste éminent, grand législateur, une sorte de modernisation de la fonction de législateur juriste en faisant appel donc à cette sociologie législative. Donc, ce qu'on peut dire aussi là, c'est que la conception qu'il a est une conception, je dirais dans le contexte français, une conception quasi révolutionnaire. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il remet en cause le monopole du juriste à lui seul et il considère que le juriste doit en fait, s'informer, être sensible à ce qui se passe dans la société, tout en ne perdant pas la maîtrise, en quelque sorte, de la production de la loi, étant juge lui-même de ce qui peut être pris des évolutions de la société et ce qui doit être rejeté. Et donc, on a là une forme de production législative et de statut du juriste qui est extrêmement important, qui a un véritable statut politique du juriste et à la fois cédant de la sociologie législative, mais en quelque sorte portant à son maximum, faisant de l'art juridique quand il produit effectivement ses réformes sur la famille. On a là une conception de tellement, comment dirais-je, tellement à la fois qui apparaît comme autonome par rapport au politique, mais en fait qui se sert du politique, qui devient un acteur du politique, que c'est très intéressant de voir que une collègue professeure de droit, dans la même d'ailleurs université que Jean Carbonnier, lors d'un anniversaire, du 10e anniversaire de la loi sur le divorce, en fait, il y a une sorte de bilan et cette personne donc dit j'étais au cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à ma grande surprise, j'ai eu à négocier avec les partis politiques, notamment les partis conservateurs, qui ne voulaient pas d'une réforme, d'une libéralisation du droit de la famille, et donc qui négociaient au sein du cabinet du ministère de la Justice. Et la collègue professeure de droit, donc à cette phrase absolument extraordinaire, cette réflexion absolument extraordinaire, elle dit, je cite, « J'ai découvert avec cette expérience que faire du droit, c'était faire du politique. » Donc, la phrase est absolument stupéfiante. Elle partageait en quelque sorte cette idée d'un législateur qui a la sagesse, la compétence et la sagesse, qui sait prendre ce qu'on peut prendre dans la société, dans les changements de la société, les prendre en compte dans une réforme,
et en même temps, en quelque sorte, qui est hors de la politique politicienne. Donc, il y a quelque chose de, et là, il y a une sorte de découverte étonnante chez cette collègue juriste, donc elle est elle-même civiliste, et elle dit, mais je viens de comprendre que faire du droit, c'était faire de la politique. Donc, voilà. Alors, voilà, sur cette première phase, et j'en viens maintenant à la question du déclin des législateurs. En nous penchant sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui s'est tenue donc de décembre 2022 à avril 2023, je me suis trouvé finalement de nouveau confronté à un processus visant à changer la loi dans un domaine portant des enjeux équivalents, je dirais, à ceux du domaine de la famille. La famille a été pendant longtemps perçue, y compris par les pères fondateurs de la sociologie, comme une instance ayant un rôle fondamental pour la prévention de l'ordre social et politique. Envisager donc la possibilité de l'euthanasie et une aide active à mourir par une dépénalisation a en effet à voir avec comme pour la libéralisation des façons de constituer et d'organiser de leur univers privé pour les individus, pour les citoyens. Donc, réformer ici, dans ce domaine du droit à mourir, on revient alors aussi dans des fondamentaux donc, qui portent sur le statut des citoyens en référence à ce qui fait société. Il ne s'agit pas ici de toucher à des principes fondamentaux inscrits dans le Code civil, cette constitution sociale de la France, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il s'agit de façon tout aussi fondamentale de remettre en question des principes constitutifs du gouvernement, de ce qu'on a appelé d'une phrase, c'est une présentation, un titre très fort, un gouvernement de la naissance et de la mort. Je reprends ça d'une collègue Dominique Mémy, d'un ouvrage, donc Faire vivre et laisser mourir, le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort. Donc, en quelque sorte, là, le droit s'attaque à quelque chose qui est extrêmement fort autour du droit français, donc qui s'ordonne ici autour d'un intérêt symbolique majeur relevant du droit pénal. Je cite la loi, comme dit le Robert Badinter, la loi pénale exprime par les sanctions qu'elle édicte le système de valeurs d'une société. Comme pour la famille, donc là, le droit est l'instrument d'une régulation par le haut, d'autant plus forte qu'elle se prolonge dans ce qu'on a pu appeler une biopolitique individuée, prenant la forme de modalités de régulation, prenant appui sur de nouveaux entrepreneurs de normes, en l'occurrence dans ce domaine-là, les professionnels de santé et les comités de bioéthique. Comme pour la famille, donc, tous ces dispositifs expliquent que les tentatives de réforme de ce gouvernement de la mort ont longtemps échoué en France, sont encore, il n'y a pas eu de changement législatif, donc il y a une résistance extrêmement forte à toucher à ce domaine, et une série de propositions de loi régulièrement ont été présentées au Parlement et n'ont reçu aucun accueil favorable. Et donc, comme pour la famille, le long processus d'autonomisation de l'individu dans sa sphère privée par rapport aux injonctions des institutions, double processus que Daniel Martuccelli qualifie d'existentialisation du social et de socialisation de l'existentiel, ne remet pas en question donc un statu quo très établi, un statu quo législatif. Ainsi, dans ces domaines de la gestion de la vie privée des individus, tout concourt au statu quo découlant d'un modèle de régulation par le haut propre à contraindre le processus historique d'autonomisation des individus. Et là, effectivement, on a une résistance extrêmement forte qui se manifeste à tout changement. Et c'est dans ce cadre, en quelque sorte, qu'on va entrer dans une recherche incertaine d'une nouvelle légitimité que le milieu politique n'arrive pas à trouver par lui-même en la matière pour produire le droit. Donc on arrive à
à cette convention citoyenne sur la fin de vie, conçue par le président de la République. Et c'est très intéressant de lire ce que la présidente d'un mouvement associatif, qui était présidente en même temps du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, la façon dont elle conçoit, elle parle de la façon dont elle conçoit, donc on peut dire, dont elle conçoit la participation des citoyens. Je cite, et je crois que c'est très significatif sociologiquement, la façon dont elle parle. On était très clair sur le fait que les citoyens tirés au sort n'étaient pas là pour faire la loi, que ce ne serait pas leur mission. En revanche, le sujet de fin de vie est un sujet éminemment difficile, qui nécessite de faire un pas de côté. On voit bien qu'on n'arrive pas à trancher sur ce sujet dans les espaces de représentation traditionnelle. Ainsi, la politique se déporte et demande à monsieur et madame tout le monde, précisément parce qu'ils sont monsieur et madame tout le monde, de venir travailler sur cette question. Donc, vous voyez là, on est là au cœur, en quelque sorte, d'un problème de légitimité, et on va tenter de le résoudre, en quelque sorte, en faisant appel aux citoyens. Mais c'est un appel qui est très léger, très modeste. Monsieur et madame tout le monde. On ne définit pas quel va être le droit des citoyens, le pouvoir l'étendue du pouvoir qu'il va pouvoir obtenir pour participer en quelque sorte à la réforme de la fin de vie. Et donc là, nous sommes loin du législateur avec L majuscule, légitimé par son statut de juriste prestigieux, et parce qu'il est doté d'une intelligence politique au sens le plus noble du terme, et donc il s'appuie donc pour légiférer sur une connaissance maîtrisée de la société et une connaissance maîtrisée aussi en quelque sorte de ce qui est politiquement faisable. Donc on entre dans un nouveau système qui est effectivement la déclin, sinon la disparition en l'occurrence du législateur juridique, puisque il n'y aura pas de grand juriste dans la Convention citoyenne sur la fin de vie, et le cœur de l'action de réforme est porté en quelque sorte par des propositions que vont faire les citoyens. Et donc, on est en quelque sorte dans l'incertitude des régimes de légitimation. Pour reprendre le concept du politiste Jacques Lagroix, en quelque sorte, on n'a plus de grands législateurs. Ce n'est plus possible de faire en quelque sorte agir un grand législateur, et on recherche des dispositifs, des formules d'action dans lesquelles effectivement le citoyen peut être sollicité. Je crois qu'on est vraiment là on est au cœur en quelque sorte de cette question de la légitimation qui mériterait qu'on la retravaille. C'est-à-dire, il semble que tout le défi est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de légitimer une réforme, et notamment une réforme ayant un caractère extrêmement important, puisqu'il s'agit de celui de la fin de vie, de celui éventuellement de donner la mort. Donc, en quelque sorte, on passe d'un système dans lequel un grand législateur se donne les moyens politiques, éthiques et politiques d'agir, qu'il le fait avec, je dirais, un pouvoir étendu, mais en même temps qu'il fait lui-même l'objet de résistance dans cette affaire, puisque notamment on va lui reprocher d'être protestant, et donc en laissant entendre que les protestants sont beaucoup plus libéraux que les catholiques, et d'autre part en ayant des arguments extrêmement méchants à l'égard du Charbonnier. Donc en lui reprochant son protestantisme, effectivement c'est une grande figure du protestantisme français, il est président du musée du désert, donc le musée protestant, il a de hautes fonctions au sein du protestantisme, mais on va être extrêmement méchant en disant en quelque sorte
il prend le relais, il, il se laisse influencer par les courants protestants de l'Europe du Nord, euh, et, euh, et donc qui vont dans le sens d'une libéralisation qui est tout à fait excessive. Et donc, voilà, le premier reproche. Et le deuxième reproche, c'était très amusant, parce que une formule que j'ai trouvée dans le journal Le Monde dans cette période de réforme, c'est euh, le titre d'un article dans Le Monde, donc journal extrêmement convenable, c'est pour montrer l'influence, dénoncer l'influence protestante, dire si les Suédois ont la vérole, faut-il que les Français l'attrapent? Donc, là, une influence qui est très néfaste. Et puis, autre critique qui va être faite au doyen Carbonnier, bien entendu, c'est son recours à la sociologie législative, en quelque sorte, c'est donne l'impression que le législateur n'a plus d'autonomie, en quelque sorte. Il se laisse prendre par les mouvements sociaux, par les effervescences qui viennent de la société. Et un vrai législateur, donc ça c'est intéressant, c'est la construction du personnage du législateur. Un vrai législateur, il est totalement indépendant. Il ne peut pas subir d'influence, en quelque sorte. Et donc, l'usage des sciences sociales, c'est l'usage de l'outil du diable. Les sciences sociales, elles sont là pour constamment dire, répéter, souligner que le monde change. Or, pour le droit, en quelque sorte, c'est incompatible. Le droit, il est là pour énoncer des normes qui doivent avoir une très grande permanence. Donc, on est là dans un modèle qui est tout à fait, ce modèle du grand législateur, tout à fait opposé à celui qu'on va trouver donc dans la Convention citoyenne par le bas, où les citoyens vont jouer le jeu. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ils sont très encadrés. Il y a des experts des cabinets de conseil qui les aident dans l'évolution. Il y a toute une procédure qui est mise en place, des réunions en petits groupes, des réunions en grands groupes, des séances dans l'hémicycle. Et donc, toute une procédure extrêmement stricte, extrêmement complète, qui permet de les accompagner et de les aider. Donc, ils vont remplir véritablement leurs fonctions et ils vont faire ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire élaborer des recommandations. Ils vont élaborer des recommandations. 184 citoyens vont élaborer des recommandations extrêmement complexes qui envisagent toutes les hypothèses possibles en ce qui concerne la fin de vie. Et en quelque sorte, donc, on va avoir là une véritable, comment dirais-je, un ensemble, un rapport des citoyens qui est extrêmement élaboré et qui suscite d'ailleurs beaucoup de respect compte tenu du travail qui a été accompli et de la subtilité du travail qui a été accompli. Mais ce qui est intéressant là, c'est en quelque sorte, c'est la recherche d'une nouvelle légitimation pour réformer et qui ne renvoie plus donc qui ne donne plus la priorité au législateur au sens avec un L majuscule au sens le plus noble du terme, mais qui envisage donc de réformer à partir donc de citoyens qui très entourés ont effectivement élaboré des recommandations extrêmement complètes pour ce qui concerne la famille. Ce qui est intéressant, donc là, c'est le grand législateur, avec toutes les critiques qu'il a subies, la réforme ont eu lieu. L'expérience avec les citoyens, les 184 citoyens, n'aboutit pas. Mais on peut faire le constat qu'effectivement, ils ont fait un travail, c'est reconnu par tous les corps constitués, le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République, va revenir, après la fin de la Convention, revenir voir les citoyens pour discuter avec eux et leur manifester son admiration sur le travail qu'ils ont accompli. Mais en quelque sorte, on est là dans une situation dans laquelle on a le rapport des citoyens, les recommandations, mais on n'a aucun effet. On n'a aucun effet. C'est-à-dire qu'ils
c'est un leitmotiv constamment dans les activités de la Convention citoyenne. Il était rappelé que les citoyens n'ont pas à faire le droit, à faire le droit en la matière. Simplement, on pourra éventuellement tenir compte des recommandations extrêmement complètes, extrêmement subtiles qu'ils ont faites. Et là, c'est très intéressant de voir que le politique est très ambigu. À la fois, il voit un intérêt à cette recherche que j'appelle moi cette recherche de légitimation, d'une nouvelle légitimation, qu'on n'a plus dans la conception traditionnelle avec le légiste, le juriste, le grand législateur. Et en même temps, il y a une ambivalence incontestablement parce que il est souvent rappelé que, en fait, les citoyens ne sont pas légitimés à réformer, ne sont pas légitimés à réformer. Et donc, on est là sur une sorte de malaise, d'ambiguïté, de malaise provoqué par une ambiguïté sur le statut des citoyens. Et c'est très intéressant parce que les citoyens, en quelque sorte, ont eu une vive conscience de cette méfiance à leur égard du personnel politique, et donc d'un personnel politique qui dit vous n'êtes pas légitimé. Ce sont les élus de la nation qui sont légitimes pour réformer. Vous n'êtes pas légitime pour réformer et pour produire des dispositifs, des dispositifs juridiques. La phrase exacte, intéressante de la présidente de l'Assemblée nationale, quand elle est venue encourager les citoyens, elle déclare à un moment, suite à une interpellation d'un citoyen, dit quelle est finalement l'étendue de notre compétence en la matière. Et donc là, elle se fâche, en quelque sorte, dit ça ne se discute pas, en quelque sorte, et elle dit vous n'êtes pas sans légitimité, mais vous avez une légitimité particulière qui n'est pas celle de représenter le peuple. Cette légitimité-là se gagne par l'élection. Donc, on voit l'extraordinaire ambivalence là, du personnel politique à l'égard de la Convention citoyenne, du rôle des citoyens. Et c'est intéressant comment les citoyens qui ont été en quelque sorte de bons citoyens, ils ont fait un travail énorme pendant 6 mois, parfois des séances jusqu'à minuit. Ils faisaient toutes les semaines des allers-retours par rapport à leur domicile, donc parfois des très longs voyages. Ils étaient extrêmement présents. Ils étaient très demandeurs d'expertise, donc ils ont demandé beaucoup d'auditions. Donc ils ont fait un travail absolument admirable. Et devant la réticence des politiques donc à permettre qu'ils aient un rôle plus important, y compris par exemple d'être auditionnés dans les commissions parlementaires, face à cette réticence, ils font 2 choses. Première chose, ils constituent une association. Donc, on est dans une perspective là, de lutte politique. Ils constituent une association. Et deuxièmement, ils écrivent, et c'est un événement assez extraordinaire, ils écrivent un manifeste qui est tout à fait dans l'esprit de la Révolution française et du langage de la Révolution française. Donc, et le manifeste commence par, je crois que je l'ai quelque part, non, peu importe. En tous les cas, c'est le ton du manifeste, c'est de dire, puisque là, en quelque sorte, on ne prend pas en compte les propositions que nous avons faites, nous nous adressons au peuple tout entier. Donc, le manifeste se tourne vers l'ensemble des citoyens français en disant, citoyennes, citoyens, maintenant, nous avons travaillé sur ces questions extrêmement graves, maintenant, c'est à vous de travailler, c'est à vous de débattre. Donc, on est dans la conception, c'est assez extraordinaire, la conception de la Révolution, une conception inspirée par la Révolution française, c'est-à-dire, en quelque sorte, donnez-nous jusqu'au bout les moyens qui nous permettraient de participer effectivement à la réforme dans un domaine qui est extrêmement délicat. Donc, voilà très vite ce que je voulais un petit peu développer avec vous. Et je crois que là, c'est intéressant. Je veux dire, nous sommes une espèce d'entre-deux en France.
est-ce qu'en quelque sorte, on pourra développer plus cette participation citoyenne et faire qu'elle soit effective, effectivement, dans les processus décisionnels, ou est-ce en quelque sorte une incompatibilité à la fois, je dirais, politique et culturelle qui fait que on en est encore on est dans la nostalgie du grand législateur, tout en faisant effectivement en constatant que ces grands législateurs, d'une certaine façon, c'est plus possible, ça ne fonctionne plus. Et donc, on est là dans une question qui est vraiment celle de la quête de la légitimation, d'une légitimation de formes à élaborer, à découvrir pour, en quelque sorte, permettre effectivement les changements et la conception des changements dans la société française sur des questions qui sont d'une très grande importance, effectivement, pour la vie tout entière de la société. Mais je terminerai en disant deux choses très rapidement. La première, c'est on a effectivement le sérieux du travail qui a été effectué par les citoyens, qui est absolument tout le monde l'a considéré comme tout à fait exceptionnel. Et on a d'autre part le fait que, en quelque sorte, ils ont été marginalisés dans le processus. Le problème, c'est l'enjeu de comment entrer dans la production du droit. Est-ce qu'on doit permettre, est-ce que c'est possible, en quelque sorte, de faire entrer les citoyens dans la production du droit, ou est-ce une utopie? Et en tous les cas, il ne faut pas se cacher que, dans le contexte français actuel, les tendances conservatrices, les milieux conservateurs sont extrêmement hostiles, en fait, à la participation citoyenne. Et j'ai notamment en tête le souvenir d'un entretien d'une des grandes figures conservatrices françaises et qui déclare à la journaliste qui lui pose des questions sur le travail magnifique qui a été fait par les citoyens. Et il déclare, mais où va-t-on? Dans quel monde sommes-nous? Comment confier des choses aussi importantes, la question du gouvernement de la mort, à des gens ordinaires? Donc, on voit qu'on est loin encore d'avoir trouvé la solution démocratique qui permet effectivement, en tous les cas, de résoudre, de traiter la question du malaise de la démocratie représentative par effectivement des structures, des organisations de citoyens. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'hésitation en la matière et qui est un véritable enjeu. C'est-à-dire un enjeu que je vous soumets aussi pour beaucoup d'entre vous qui êtes juristes ici, c'est-à-dire est-ce qu'il y a effectivement des possibilités de faire en sorte que les citoyens soient impliqués aussi dans la production de la loi elle-même. Il est frappant que dans le contexte actuel, où le projet de loi traîne toujours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on n'est pas sûr du tout qu'il va être traité, en fait, ce dossier, on n'est pas sûr du tout qu'il va être traité avant les élections présidentielles, parce que la stratégie d'un certain nombre de milieux conservateurs, effectivement, c'est de retarder le plus possible pour que cette réforme de la fin de vie ne soit pas adoptée. Donc, voilà un peu les enjeux actuels. Et c'est ce qui pour nous, pose la question par rapport à notamment ce programme international Lexis, dans lequel la question du droit a beaucoup d'importance. C'est en l'occurrence comment, en quelle sorte peut-on partager, peut-on déléguer une compétence, peut-on former des citoyens pour qu'ils aient une compétence qui leur permettrait effectivement de jouer un rôle dans la production du droit. Je crois que c'est par rapport à cette grande effervescence autour des expériences de participation citoyenne, il y a là un enjeu considérable dont je ne sais pas quelle en sera la suite. Voilà.